Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on va parler du Cameroun où une terreur règne dans les zones anglophones. La terreur règne dans les régions anglophones du Cameroun en proie à une nouvelle escalade de la violence séparatiste. Séparatistes, armés et soldats se renvoyant la responsabilité des exactions dont sont victimes les civils. Des militaires camerounais ont semé la terreur dans la région anglophone du nord-ouest le 15 mai 2019, incendia plus de 70 habitations à Mankon dans l'agglomération de Bamenda, a accusé jeudi dans un communiqué Human Rights Watch. La terreur règne aussi dans le sud-ouest, la deuxième région anglophone, affirme sous couvert d'anonymat un responsable d'ONG pour qui les séparatistes qui réclament l'indépendance, comme les soldats camerounais qui les combattent, en sont les instigateurs. Eh bien, on va évoquer cette situation avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La situation de terreur qui règne dans les zones anglophones, c'est un nouveau constat que fait Human Rights Watch? Non, c'est un constat qui s'ajoute à des constats qui avaient été faits. On a discuté ici du dernier rapport de Human Rights Watch qui montrait déjà qu'on n'était pas loin de la terreur, mais ici c'est le dernier événement de Bamenda qui a attiré l'attention des gens, parce que c'est comme si les militaires ont fait une sorte d'expédition punitive, et dans cette expédition punitive, on n'a pas essayé de savoir qui était coupable, qui n'était pas coupable. On est venu dans la zone où les militaires ont été tués. On s'est mis à tabasser les gens, à tuer des gens, à brûler des maisons, à abattre le bétail domestique, etc. Alors qu'on ne peut pas dire que toutes ces personnes ont de la responsabilité sur la mort de ce militaire-là. Et ce n'est pas la première fois, parce que ça aussi, il faut le dire. Les responsables d'ONG disent que même ça, c'est moins grave, parce qu'il est arrivé que quand on a tué un militaire dans une zone, que l'armée revienne sur la même zone et 1 kilomètre de rayon autour de la zone où le militaire a été tué, c'est pratiquement la razzia au niveau des populations qui sont là-bas, qu'elles soient des populations civiles ou pas. Cette façon de faire ne répond à aucune des règles. Même en matière de guerre, on doit savoir qui est l'adversaire, qui porte une arme et qui ne porte pas une arme. Alors, ce constat, en tout cas, qui vient s'ajouter au précédent, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une nouvelle situation? Est-ce qu'au niveau de la région anglophone, à part cette incursion de l'armée, cette incursion punitive, la situation s'est davantage détériorée? Mais c'est tout le contraire. On s'attendait plutôt à un apaisement. Le Premier ministre est allé dans ces zones. Il a porté un habit qui montrait l'acceptation de la zone. Il tenait un arbre qui symbolisait la paix. Il est venu dire que c'est le président de la République qui l'envoie et que le président de la République tendait ses mains pour que les gens négocient. La seule condition, il ne pouvait pas négocier une sécession, il ne pouvait pas négocier l'indépendance de cette partie du Cameroun. Tout le monde se disait, c'est l'occasion, saisissez l'occasion. Le parti de John Fundi, le SDF, avait même fait 4 propositions en disant, si nous prenons tel chemin, on peut aboutir à des résultats. Quand ça vient, ça surprend, puisqu'on s'attendait plutôt à une démilitarisation pour que les conditions soient réunies, pour qu'il y ait un dialogue, à une libération des prisonniers, puisque les gens le réclament, à la nomination de quelqu'un qui va être certainement le médiateur pour que les séparatistes soient en confiance, etc. On s'attendait à tout, sauf à ce qu'il y ait une recrudescence des exactions de la part des militaires sur les populations civiles. Alors ici, il est quand même très difficile de savoir entre militaires et séparatistes qui commet les exactions. Mais c'est clair, il y a un responsable d'ONG sous l'anonymat qui dit que d'abord, tous le font, en précisant quand même que l'État le fait à une échelle, les militaires le font à une échelle plus forte que les séparatistes. Mais il dit après, il y a la guerre de l'information. Chacun se met à accuser l'autre d'avoir fait les exactions, d'être responsable de la tuerie, d'être responsable des destructions de matériel, des incendies et autres. Chacun est en train d'accuser l'autre. Il dit que parfois tu as du mal à savoir qui a fait quoi. Et lui, la proposition qu'il fait est très simple, qu'on mette en place une commission d'enquête qui soit une commission d'enquête indépendante. Ça là permettra de pouvoir savoir après chaque exaction qui a fait quoi. Parce qu'après, c'est vraiment chacun qui prend, qui jette sur l'autre pour le discréditer
aux yeux des populations. Alors, est-ce que les parties anglophones du Cameroun sont devenues aujourd'hui une zone de non-droit? Presque. Puisque quand un espace devient une zone de non-droit, la première chose qui le montre, c'est les populations qui prennent leurs affaires et qui s'en vont. Selon les Nations Unies, 530 000 personnes ont quitté ces zones. Puisque l'école, on vient brûler les écoles, on se lève, on dit aux gens grève générale, celui qui veut faire la grève, celui qui ne veut pas également faire la grève par la force, parce que celui qui ne fait pas la grève sera sanctionné par les séparatistes. Quand on est dans cette logique, on ne peut plus parler de droit. Quand on ne peut même plus aller à l'école, on ne peut même pas aller au marché pour vendre ses marchandises tranquillement, on ne peut plus parler de zone de droit. Et malheureusement, ceux qui font que ce n'est plus une zone de droit, c'est aussi bien l'armée que les séparatistes. Donc si les populations doivent se retourner en demandant à quelqu'un de venir à leur secours, les populations vont s'adresser à qui? C'est tout le problème. Certains ont préféré tout simplement prendre leurs affaires et puis quitter la zone, quitter également pour pouvoir permettre à leurs enfants d'être scolarisés puisque les écoles sont plutôt fermées. Alors, ces actes, en tout cas, que commettent, qu'ils soient séparatistes ou armés, est-ce qu'ils le font en se disant qu'ils ne sont vus par personne? Le plus souvent, c'est le cas. Alors qu'aujourd'hui, commettre ce genre d'exaction sans témoin est devenu extrêmement difficile. Même s'il n'y a pas de caméra de surveillance là-bas, il suffit que quelqu'un soit juste très peu courageux parce que ça ne demande pas grand-chose pour filmer avec son téléphone portable. Et rappelez-vous que cela avait été fait en montrant des militaires massacrer des femmes dont certaines portaient des enfants sur le dos. Cela avait vraiment posé problème. Puisqu'après, avec les tenues, on pouvait parfaitement identifier pour savoir de quelle armée il s'agissait. Et l'État a été obligé, malgré lui, de reconnaître les choses. C'est vrai que ce n'était pas dans la zone anglophone, c'était plutôt avec la partie concernant Boko Haram. Mais ça montre que quand on fait ce genre de choses, il peut y avoir un témoin surprise qui prend des photos ou bien qui prend une vidéo qui, après, quand elle est rendue publique, va embarrasser. On a vu même avec cette question aussi la même chose. Des témoins ont montré clairement que c'était l'armée. Le gouverneur a dû, de façon très embarrassée, dire que c'est une réaction malheureuse de l'armée en disant qu'il s'agit plutôt d'éléments indisciplinés au niveau de l'armée. Quand un responsable officiel de l'État va jusqu'à le dire, c'est parce qu'il sait que les gens ont au moins des éléments de preuve montrant que dans les exactions, dans cette terreur, il y a une part de responsabilité de l'armée. Est-ce que les autorités camerounaises elles-mêmes font un effort pour amener l'armée camerounaise, en tout cas cette partie de l'armée qui est engagée dans le conflit, dans la partie anglophone du Cameroun, à faire preuve d'exemplarité, de respect des droits de l'homme? Dans les guerres, de façon générale, le discours est là. Mais il y a une expression qui dit ce que j'aime pas du tout à la guerre comme à la guerre. Et en réalité, c'est plus ça que les gens vivent. Ça devient encore plus compliqué quand c'est ces situations de guerre larvées, où en fait on n'est pas dans une situation de guerre réelle entre un camp et un autre camp, mais il y a des affrontements par moment où chacun essaye de prendre l'autre par surprise. Ça devient extrêmement compliqué de parler de droit dans ce genre de situation. Parce que l'armée, ne voulant pas être surpris, va considérer que tout le monde est rebelle, tout le monde est partisan de ces gens. Souvent, ça fait l'effet contraire. Ça augmente le fait que les populations acceptent cette revendication des séparatistes en considérant les militaires comme des gens qui sont venus pour écraser les anglophones de façon générale, pas les séparatistes seulement. Et en ce moment, bien sûr, ces populations vont soit cacher, soit donner de l'information à ces séparatistes. On rentre après dans une logique où on ne sait plus où commence la guerre, où finit la guerre, qui est dans la guerre, qui n'est pas dans la guerre. Et en ce moment, il est clair que, sauf les vrais artisans pour les droits de l'homme qui vont venir faire des constats pour dénoncer, je ne crois pas que les militaires eux-mêmes s'occupent des questions de droits de l'homme dans ces conditions. On s'imagine quand même qu'avec cette nouvelle situation, la proposition qu'est allé faire le Premier ministre est en train de s'éloigner véritablement. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout le contraire du séjour du Premier ministre qui venait pour négocier. Il a tendu la main. Quand on tend la main à quelqu'un, on attend que la personne tende la main. Tout le monde disait que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Beaucoup de Camerounais se sont prononcés, des intellectuels, en disant aux gens, attendez, il faut arrêter parce que plus le conflit va durer, plus la haine va augmenter. Et en ce moment, même quand on mettra fin
au conflit, il va y avoir encore des problèmes pour que la réconciliation soit une réalité. Donc il disait autant saisir cette occasion pour arrêter une bonne fois le conflit. Il va être plus facile de faire la réconciliation parce que ce qui s'est déjà passé est suffisant. Les Nations Unies parlent de 1850 morts. Et ça, c'est un chiffre qui est le chiffre officiel. Certainement, il y en a eu plus. Mais malheureusement, avec cette terreur qui commence à s'installer à nouveau, il faut le dire clairement, on est très loin d'un accord de paix ou de négociation entre les séparatistes et le gouvernement camerounais. On a vu un peu la même situation au niveau du Soudan, quand le Soudan du Sud a commencé par évoquer ses velléités sécessionnistes. Omar el-Béchir y avait opposé aussi une telle brutalité. Après la fin, c'est que le Soudan du Sud s'est séparé. Ne risque-t-on pas d'avoir la même situation au niveau de la partie anglophone du Cameroun? Je ne pense pas, parce qu'au niveau du Soudan du Sud, les États-Unis avaient pesé de tout leur poids du côté du Soudan du Sud pour que cette partie soit enlevée du Soudan. D'abord pour des raisons stratégiques, c'est là où se trouvait le pétrole. Il fallait bloquer Omar el-Béchir puisqu'ils avaient tout fait pour le soumettre, ils n'avaient pas réussi à le faire. L'autre élément, c'est que les Américains ont participé à la mise en place de cette rébellion sudiste depuis fort longtemps. Ici, on ne nous parle pas encore d'une puissance étrangère qui soit à côté. C'est le Nigeria qu'on accusait un peu à cause de la proximité d'un point de vue linguistique, à cause de la proximité d'un point de vue géographique. Mais depuis que le président comment il s'appelle encore, Buhari est là, c'est plutôt le contraire. Le Nigeria semble plutôt collaborer avec le Cameroun. On a vu le Nigeria renvoyer des gens que le Cameroun réclamait, alors que c'était eux qui étaient la tête pensante de ce mouvement séparatiste. Donc je ne crois pas que les gens vont aller dans ce sens, surtout que si on reste dans l'expérience du Soudan du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, le Soudan du Sud s'est retrouvé en guerre civile, non plus contre le Soudan, l'autre partie du Soudan, mais entre ceux-là même qui avaient fait la guerre. Je me dis que quand on lit la leçon, la création de ces petits États, ce n'est pas de ça que l'Afrique a besoin. Il faut plutôt aller dans le sens de mettre les États africains ensemble, résoudre le problème de fond qui est posé là-bas, parce que la majorité des anglophones ne demandent pas l'indépendance. Ils demandent plutôt qu'on respecte le caractère fédéral de l'État du Cameroun qui avait été signé en 1972. Et malheureusement, c'est ça qui n'est pas respecté jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, sur le terrain, l'option discussion n'est pas encore à la une. Non, pour que l'option de discussion soit là, je crois que les propositions du SDF sont les meilleures. Il faut démilitariser. Ce qu'on vient de voir, c'est tout le contraire. Si on démilitarise, les gens peuvent être assez libres pour se rendre compte que, OK, les gens sont dans une logique de négociation, ils peuvent aller répondre à une logique de négociation. Mais qu'on dise à des gens, venez, on va négocier, et qu'on essaye de massacrer les sécessionnistes, à défaut des sécessionnistes, qu'on massacre simplement les populations civiles, si on dit aux gens qu'on appelle à la négociation, difficile d'y croire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.